Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là si tôt le matin pour cette troisième session d'horizon des microscopie 3D pour la neuroimagerie. Donc je suis Anne Morales du laboratoire de biosciences et je co-préside cette horizon avec Sylvain Gibon qui est ici, qui est un club qui cherche à mettre en lumière certaines thématiques avec des présentations de format long. Et pour commencer cette session, on va avoir le plaisir d'écouter Alexandra Fragula, historienne sur l'optique adaptative pour l'imagerie biologique. Merci beaucoup. Eh bien, merci Adeline et merci Sylvain pour cette invitation. Je suis ravie d'être à ce congrès, avec vous. Merci à tous de vous être levés tôt, j'apprécie. Donc, alors, contrairement à ce qui était marqué sur le programme, maintenant je suis à l'Université Paris-Saclay, au laboratoire ISMO, Institut des sciences moléculaires d'Orsay. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'optique adaptative pour la microscopie optique et en particulier pour l'imagerie biologique. Alors, juste pour vous expliquer un petit peu la problématique, donc ici, vous pouvez voir une vidéo de mes collègues de Sorbonne Université dans l'équipe de Georges de Bréjas, où ils utilisent un microscope à feuilles de lumière, un microscope de fluorescence, pour faire de l'imagerie 3D dans une larve de poisson zèbre. Donc ici, vous voyez un film donc, où on voit défiler des images de plus en plus en profondeur du poisson, d'accord? Donc c'est une vue de dessus et on descend en profondeur dans le poisson. Donc si je reviens un petit peu au début, voilà, si j'y arrive. Donc si vous regardez, au début, on a un très beau contraste, une belle résolution, on voit plein de détails, tout va bien. Et puis au fur et à mesure qu'on descend en profondeur dans l'échantillon, eh bien on voit que le contraste se dégrade, et puis on voit en moins de détails, ce qui veut dire que la résolution spatiale aussi est dégradée. D'accord ? Alors pourquoi ça ? Pourquoi ? Parce que quand on envoie des rayons dans un milieu, même s'il est transparent, mais que l'indice varie, eh bien si, ça vous savez, si un rayon arrive sur une interface avec un saut d'indice, eh bien il est dévié, les lois de Descartes, n1 sinus I1 égale n2 sinus I2, voilà, ça je crois que vous connaissez. Du coup, les rayons vont être déviés, et si on regarde le front d'onde, qui est la surface équiphase orthogonale à ces rayons, eh bien on voit que si on a initialement un faisceau collimaté et un front d'onde plan, eh bien en sortie, on va avoir un front d'onde qui n'est plus plan, que l'on va appeler un front d'onde aberrant, et donc on va voir, mais ça va avoir des conséquences sur l'image. Donc, ici, vous avez un petit film qui a été réalisé par Julie Doué pendant son stage de seconde la semaine dernière. Et donc, vous voyez Madame Poulette et Monsieur Super Poulet. Donc ici, on les voit très bien, d'accord, puisqu'ils sont dans l'air, tout va bien. Alors effectivement, Monsieur Super Poulet, il est dans un bécher. Enfin, c'est une lame de verre, donc c'est transparent. Donc effectivement, il va y avoir une petite déviation des rayons, mais pas trop, on le voit encore très bien. Alors maintenant, ce qu'a fait Julie, c'est qu'elle a préparé un gel d'agarose à 1%, d'accord ? Donc c'est globalement de l'eau avec un peu de gélifiant pour que ce soit solide. Donc l'indice, c'est très proche de l'eau. C'est relativement transparent, mais comme on peut le voir, l'indice n'est pas celui de l'air. Et donc, si on remplit le bécher avec ces petits cubes d'agarose, on voit beaucoup moins bien Monsieur Super Poulet. D'accord ? Et pourtant, la lumière traverse, puisque c'est transparent. Et là, ce que fait Julie, c'est qu'elle rajoute de l'eau. Et donc, comme on adapte l'indice, d'accord, on va finalement gommer toutes ces interfaces. Et finalement, si on gomme toutes ces interfaces et ces sauts d'indice, les rayons, à nouveau, vont pouvoir suivre leur trajectoire rectiligne. Et on retrouve une image nette de Monsieur Super Poulet. Ça, finalement, c'est ce qu'on fait quand on transparise des échantillons. Donc, en biologie, c'est ce que mes collègues font souvent. C'est-à-dire que pour s'affranchir de ces problèmes de déviation de rayons quand on a ce qu'on appelle du mismatch d'indices, voilà, désolé pour l'anglicisme, c'est que on va injecter dans l'échantillon un liquide qui va faire que l'indice sera homogène et donc on n'aura plus ces problèmes d'aberration optique qui sont générés par ces sauts d'indices. Alors le problème, c'est que si vous faites ça en biologie, ça veut dire que votre échantillon est fixé, donc en gros il est mort. Donc, pour faire de l'imagerie in vivo, c'est moins pratique, forcément. Donc, la question, c'est comment pouvoir
corriger ces aberrations pour retrouver une belle image sans avoir à fixer notre échantillon. Ben, c'est ce qu'on peut faire en optique adaptative et donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc si on revient un petit peu à notre film de zébrafiche du début, donc ici on a une image de larve de zébrafiche. Donc la larve de zébrafiche, ça veut dire qu'elle a entre 3 et 5 jours, elle est relativement transparente. Et ici on a une larve de zébrafiche qui est génétiquement modifiée et tous les noyaux des neurones sont fluorescents avec un colorant que l'on appelle M-chéri qui émet de la fluorescence dans le rouge. Donc ici, on a une image qui est en XZ, c'est-à-dire qu'en fait, ici, on a la surface et ici, on est en profondeur. Donc cette fois, vous avez une coupe dans l'autre direction. Donc ce qu'on voit, c'est que si on est en surface, ben, on a une belle image qui est bien contrastée, avec une bonne résolution. Ici, vous êtes vous utilisez votre microscope dans les meilleures conditions, donc vous avez les conditions optimales. Vous êtes limité par la diffraction, donc vous avez l'image d'un point, par exemple un petit neurone, ben c'est une tâche de diffraction, donc c'est limité en résolution de l'ordre de lambda sur 2, disons. D'accord? Donc votre front d'onde est parfait, tout va bien. Maintenant, si on regarde en profondeur ici, ben, si votre neurone il est en profondeur dans les tissus biologiques, donc dans votre larve, eh bien le front d'onde va traverser toute l'épaisseur du zébrafiche et donc va rencontrer différentes structures d'indices différents. Et donc, à la sortie, ici, on va avoir un front d'onde qui n'est plus du tout sphérique, parfait, mais qui est déformé et donc qui est aberrant. Et donc, quand on va faire l'image de ce neurone sur notre caméra, on va avoir une tache qui va être élargie, puisque votre front d'onde est aberrant, ça signifie qu'en fait, les rayons ne vont plus converger au même endroit et on aura une tache plus grande que la limite de diffraction. Donc on voit bien que si la tache est plus grande, le contraste chute et la résolution est dégradée. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on peut corriger ces aberrations avec un modulateur de phase qu'on va venir insérer dans le système entre l'échantillon et la caméra et on va pouvoir donc corriger les aberrations et retrouver un front d'onde parfait et une tâche limitée par la diffraction, et donc faire de l'imagerie comme si on était en surface. Et donc c'est ça le but ici, c'est d'utiliser l'optique adaptative pour faire de l'imagerie en profondeur comme si on était en surface, et donc d'être à nouveau limité par la diffraction. Alors, le challenge ici, c'est trouver la bonne forme pour le modulateur de phase, c'est-à-dire trouver la bonne correction. Alors, il y a plusieurs approches possibles. Ici, je vous ai listé les deux principales, mais il en existe d'autres. Alors, celle que je n'ai pas mise ici, c'est celle qu'on appelle la model-based approach. C'est elle qui est donc basée sur le modèle. C'est-à-dire, si vous connaissez parfaitement votre échantillon, que c'est toujours le même, vous pourriez finalement imaginer caractériser les aberrations. Quand je suis à 50 microns, j'ai tant d'aberrations. Quand je suis à 100, etc. Vous calibrez, vous stockez ça. Vous stockez donc les formes de votre modulateur de phase et vous pouvez les réappliquer. Bon, en imagerie biologique, malheureusement, l'échantillon, c'est pas toujours le même, on ne positionne pas toujours de la même façon, donc c'est un peu difficile d'avoir une correction optimum a priori. Donc on est toujours obligé de retrouver la meilleure forme. Bien sûr, maintenant, il y a des approches basées sur le machine learning que je ne vais pas détailler ici, mais il y a de nouvelles approches qui permettent aussi d'utiliser donc l'intelligence artificielle pour trouver la meilleure correction. Donc ici, je vais vous décrire les deux approches principales qui ont été utilisées jusqu'ici. Donc l'approche que l'on appelle sensorless, c'est-à-dire sans mesure de front d'onde, sans senseur, et l'approche basée sur la mesure directe. Alors la première approche, la sensorless, donc c'est une approche qui est basée sur l'image et c'est celle qui a été la plus utilisée jusqu'ici. Pourquoi ? Parce qu'elle déjà elle est plus simple à mettre en œuvre, elle est moins chère et puis elle est relativement robuste à ce qu'on appelle la diffusion, parce que ici, donc je ne l'ai pas précisé, mais ici on va corriger les aberrations, mais en aucun cas on ne corrige la diffusion, d'accord ? Mais néanmoins, souvent quand vous allez en profondeur dans les échantillons, vous avez de la diffusion qui commence à apparaître. Donc, cette méthode-là, elle est assez robuste, il y a quand même un petit peu de diffusion. Voilà. Alors, comment ça marche ? Eh bien, vous avez vous mettez
vous avez votre front d'onde qui arrive, vous mettez votre modulateur de phase ici, et puis vous avez votre image sur votre caméra. Et puis dans votre image, vous définissez ce qu'on appelle un facteur de mérite, c'est-à-dire un critère quantitatif qui va décrire la qualité de votre image. Donc en fonction de ce qui vous intéresse dans l'image, ça peut être par exemple l'intensité maximum, ça peut être, si vous cherchez à avoir des détails, ça peut être le gradient. Si vous cherchez une modulation, ça peut être l'intensité dans l'espace de Fourier à une fréquence qui vous intéresse. En fait, c'est aussi l'avantage de cette approche, c'est que vous pouvez aussi l'adapter en particulier à votre application. Donc vous choisissez un critère quantitatif qui décrit la qualité de votre image, et puis on va faire varier ici la solution, la forme, jusqu'à ce qu'on converge vers un maximum de ce facteur de mérite. Donc il y a différents algorithmes qui existent, qui sont itératifs et qui vont permettre de converger vers la solution. Donc globalement, si votre facteur de mérite est bien défini et si vous avez du signal, eh bien ça converge, vous avez globalement du gain, donc ça marche bien. C'est assez simple à mettre en œuvre, et voilà. Le problème, c'est qu'évidemment, comme on utilise des algorithmes itératifs, ça prend un certain temps avant de converger vers la solution. D'accord ? Donc si vous voulez aller vite, en particulier si vous voulez faire de l'imagerie dynamique dans un échantillon vivant, ça peut être un problème. Si votre marquage fluorescent, il photo-blanchit, il n'y a plus de signal, ça peut être évidemment un problème. Donc pour toutes ces raisons, voilà, cette approche-là, bien que simple et assez robuste, sa limite, c'est le temps pour accéder à cette solution. Et puis après, on peut avoir d'autres problèmes, on peut arriver aussi à des maxima locaux et ne jamais converger vers la solution optimale. Donc voilà, s'il y a beaucoup d'aberrations en particulier, ça peut être un petit peu compliqué. Alors, néanmoins, je voulais vous montrer quelques exemples. Alors, j'ai choisi des exemples de mes collègues en France. Alors ici, c'est des choses qu'on a fait il y a plusieurs années quand on faisait ce qu'on appelait de la microscopie high-low, c'est de la microscopie à illumination structurée pour faire du sectionnement optique dans le cerveau de la drosophile adulte, qui est une mouche. Et donc ça, c'est une image avant correction et après correction. Et on voit bien là sur les profils, suivant cette ligne, qu'on a augmenté le contraste parce qu'on a réussi ici à retrouver la modulation. Donc dans ce cas-là, le facteur de mérite, c'était effectivement de retrouver une meilleure modulation. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait la transformée de Fourier de l'image, nous, on savait à quelle fréquence on illuminait notre échantillon et on voulait maximiser l'intensité dans l'espace de Fourier à cet endroit-là. Donc voilà, donc ça marchait bien. Ici, un exemple toujours chez la drosophile, mais cette fois la larve de drosophile. Ça, c'est de l'imagerie de 3e harmonique au laboratoire optique et biosciences dans l'équipe d'Emmanuel Beaurepaire. Donc avant correction, après correction. Et là, c'est très notable. On voit bien on augmente le signal et surtout on augmente la résolution puisqu'on voit plein de détails qu'on ne voyait pas avant. Donc ça marche très bien. Et plus récemment, un exemple de mes collègues de Bordeaux, en collaboration avec Imagine Optique, qui ont utilisé donc cette approche sensorless pour faire de l'imagerie de neurones qui sont vivants, donc de culture neuronale, en microscopie lattice light sheet, donc c'est de la microscopie à feuille de lumière à haute résolution. Donc, voilà. Donc à nouveau, avant, après, on voit bien qu'on augmente le signal. On augmente le signal, pourquoi ? Parce que si la PSF est plus petite, puisqu'on remet les rayons au bon endroit, eh bien effectivement, on a une densité d'énergie qui est plus grande, donc on a plus de signal, et puis on augmente la résolution. Donc, voilà. On peut le voir ici, très bien, sur cette petite épine dendritique qu'on résout beaucoup mieux. Donc, comme je vous l'ai dit, cette approche sensorless, elle marche très bien, elle a été beaucoup utilisée, néanmoins pour l'imagerie in vivo, ça peut être compliqué parce que ça prend du temps. Donc, l'autre stratégie, c'est de dire, je vais mesurer mes aberrations, donc si je les mesure, et si j'ai une mesure parfaite, finalement, si j'ai une mesure parfaite, je connais mes aberrations, donc je peux corriger ces aberrations en un seul coup. D'accord ? Donc, c'est l'idée. Donc, dans votre système, cette fois, vous avez toujours votre modulateur de phase qui va corriger le front d'onde. Et puis, vous avez un deuxième élément qu'on appelle un analyseur de front d'onde
par exemple, hein, mais on a un deuxième élément qui, en tout cas, va mesurer les aberrations. Donc, en général, on utilise un analyseur de fond d'onde, mais c'est une des solutions. Donc, le gros avantage de cette approche, c'est que c'est rapide et puis c'est précis. Après, les inconvénients, c'est plus compliqué à mettre en place, hein, puisqu'il faut mettre 2 éléments dans votre système. Et puis, vous allez forcément utiliser des photons pour cette mesure de front d'onde. Donc, ça va être coûteux au niveau de votre budget photon, mais on verra qu'on peut trouver des solutions pour ça. Et puis, je vais vous expliquer pourquoi, mais on a besoin d'une étoile guide pour mesurer ces aberrations. Alors, une façon de mesurer les aberrations, c'est une façon, mais je pense que c'est la façon qui est la plus répandue, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un analyseur de Shach-Hartmann. Alors, un analyseur de Shach-Hartmann, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simple, c'est une matrice de micro-lentilles, d'accord, et un capteur, une caméra, qui est située au foyer de cette matrice de micro-lentilles. Donc, si j'ai un front d'onde idéal, donc je reprends mon front d'onde idéal, vous vous souvenez, j'ai un faisceau collimaté, un front d'onde plan, pas d'aberration, ce front d'onde arrive sur ma matrice de micro-lentilles, chaque petite micro-lentille va avoir une portion de ce front d'onde, et comme le front d'onde est plan, le faisceau converge au foyer de chaque micro-lentille, et ici, sur ma caméra, en face de chaque micro-lentille, je vais avoir un spot focalisé, centré, puisque mon front d'onde est plan. D'accord ? Donc ça, c'est si j'ai pas d'aberration. Ensuite, si j'ai un front d'onde aberrant, chaque micro-lentille va voir finalement une petite portion de front d'onde que je peux assimiler à un front d'onde plan, mais qui va être tilté. Donc en face de chaque micro-lentille, je vais avoir un spot rouge qui va être décalé. Donc là, j'ai gardé mes spots gris juste pour vous montrer, mais donc je vais avoir un spot rouge qui va être décalé de mon spot gris. Et si je mesure ce décalage en X et en Y, je vais pouvoir finalement remonter à la pente locale de mon front d'onde. Et ensuite, en intégrant, je peux remonter au front d'onde. D'accord ? Donc évidemment, ici, c'est 2D, cette matrice de micro-lentilles, et donc je peux reconstruire mon front d'onde aberrant. Et donc, je connais mes aberrations. Alors, la façon classique d'implémenter un analyseur et un miroir dans un microscope, c'est d'utiliser une configuration que l'on appelle en boucle fermée. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on arrive d'abord sur le modulateur de phase, donc il en existe de différents types. Chez nous, on utilise plutôt un miroir déformable, mais tout élément qui va modifier votre front d'onde peut marcher, bien sûr. Donc, on envoie le front d'onde aberrant d'abord sur le modulateur de phase, et ensuite sur l'analyseur. Donc d'abord, le front d'onde aberrant arrive, votre modulateur de phase, il est dans une forme plane. Hop, le front d'onde aberrant arrive sur l'analyseur mesure les aberrations et il dit au modulateur de phase, moi j'ai mesuré tant, prend une forme complémentaire et corrige. Le coup d'après, le modulateur de phase corrige. Si la correction est bonne, le front d'onde ressort parfait, plan. L'analyseur voit le front d'onde corrigé et il peut effectivement vérifier que la correction est bonne. D'accord ? Avantage, si ici votre mesure est imparfaite, parce qu'il y a du bruit, parce que plein de raisons, ici la correction sera imparfaite, mais l'analyseur va le voir, il va dire « Ah, il en reste », et il va renvoyer, il va corriger la forme du modulateur. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on est en boucle fermée, d'accord ? Et donc, avec quelques itérations, on va pouvoir converger vers une solution optimale. Donc, si la mesure est parfaite, en un tour, vous corrigez tout. Si la mesure est imparfaite, peut-être que vous aurez besoin de quelques itérations pour converger. Et donc, ça, c'est les histoires classiques de boucle d'asservissement. Vous devez choisir le gain, etc., etc. Et donc, quand ça marche bien, vous avez votre front d'onde aberrant au départ. En général, on le quantifie avec un paramètre RMS, d'accord, qui mesure finalement l'écart quadratique moyen de ce front d'onde à un front d'onde parfait qui est un plan. Donc ici, par exemple, 258 nanomètres, c'est un ordre de grandeur classique pour les échantillons biologiques. En général, on est à quelques centaines de nanomètres. Et puis, après correction, on arrive à des RMS inférieurs à une trentaine de nanomètres, entre quelques dizaines de nanomètres dans notre cas. Donc voilà. Alors évidemment, tout cela a été développé pour l'astronomie, ça vous le savez. C'est maintenant aussi utilisé pour les lasers de puissance et puis en ophtalmo pour faire de l'imagerie de la rétine. Et donc,
Nous, notre idée, c'était d'utiliser donc cette mesure directe, basée sur la mesure de front d'onde, pour la microscopie optique, et en particulier la microscopie de fluorescence, et pour faire de l'imagerie biologique in vivo. Alors évidemment, on n'a pas été les seuls, loin de là, à utiliser cette approche. Donc ici, vous avez plusieurs exemples. En microscopie de fluorescence à 2 photons. Donc ici, pour une correction en profondeur. Donc ici, vous êtes à plusieurs centaines de micromètres de profondeur. D'accord ? Et on voit bien, ici, on regarde des axones de neurones et on voit bien qu'on arrive... donc on regarde des dendrites et on arrive bien à augmenter à la fois le signal, puisqu'on on resserre la PSF, et la résolution. Ici, j'aime beaucoup ce résultat. Donc ici, vous avez une pile d'images en profondeur toujours de neurones, in vivo, donc jusqu'à 800 micromètres de profondeur chez la souris, dans le cortex de la souris. Donc on voit bien ici qu'on a une belle augmentation du signal et de la résolution, même à 800 micromètres de profondeur. Ça a été aussi utilisé en microscopie de fluorescence à feuille de lumière par l'équipe d'Eric Betzig. Donc ici, vous avez un système à feuille de lumière. Donc vous avez l'échantillon. Donc l'échantillon qui est là. Vous avez les 2 objectifs. Donc ici, vous avez le système d'excitation. Donc vous avez les lasers d'excitation et la partie détection. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, alors peut-être je peux revenir. Donc ici, on a notre analyseur de Schack-Hartmann qui mesure donc le front d'onde aberrant issu d'un point. Donc là, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que du coup, cette mesure-là, elle est si on regarde un front d'onde qui vient d'un point à l'infini, donc qui vient d'une étoile. D'accord ? C'est pour ça qu'on parle d'étoile guide. D'accord ? Donc le problème, c'est que du coup, dans votre échantillon biologique, vous avez besoin d'avoir cette étoile guide. Donc, soit vous insérez des billes fluorescentes, ça, nous, on l'a fait. Donc, en général, vos collègues biologistes, quand on leur dit « Alors, c'est super, mon optique adaptative, ça va tout bien corriger, tu vois, c'est top ». Bon, par contre, il faut insérer des billes à l'intérieur. Là, ils sont un peu moins contents parce qu'évidemment, c'est invasif. Vous leur demandez du rêve pour faire de l'imagerie in vivo, mais il faut mettre des billes à l'intérieur. Donc déjà, là, ça part mal. Néanmoins, on y arrive. Bon, après, c'est un échantillon biologique, donc forcément, votre étoile, elle ne se met pas au bon endroit. Bon, voilà, c'est compliqué. Donc, l'idée d'Eric Betzig, c'était de dire, bon, il nous faut quand même une étoile pour mesurer les aberrations, mais au lieu de mettre physiquement des billes à l'intérieur, je vais générer ce qu'on appelle une virtual guide star, donc une étoile à 2 photons. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'en plus de sa source laser pour l'imagerie, il utilise un laser femtoseconde qui va injecter dans l'échantillon pour créer une étoile à 2 photons. Donc ça, c'est très pratique parce que du coup, eh bien, avec un système Galvo, il peut mettre son étoile où il veut dans l'échantillon. Comme c'est à 2 photons, c'est effectivement une petite étoile 3D, donc ça marche très bien. Bon, après, il faut un laser femtoseconde dédié, donc c'est pas une solution très bas coût, et puis ça complexifie quand même le système, mais ça marche. Et puis là, donc vous voyez, il a sa caméra. Il passe d'abord par le miroir, puis par l'analyseur de Schack-Hartmann. Donc on est bien en configuration boucle fermée et il corrige donc ici le front d'onde avant de faire l'image. D'accord ? Donc comme vous voyez, ça marche très bien. On a bien à nouveau une augmentation de la résolution et du signal quand on est en profondeur, ici, dans un embryon, dans une larve de poisson zèbre. Alors, nous, notre idée, il y a quelques années, c'était de se dire, bon, tout ça marche très bien, mais quand même, c'est un petit peu compliqué d'avoir à implémenter ce laser femtoseconde pour avoir une étoile à 2 photons. Donc, on s'est demandé, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des solutions qui permettent de ne pas avoir à injecter des billes à l'intérieur d'un échantillon ou de ne pas utiliser un laser femtoseconde pour créer une étoile. Donc c'est un projet qui a été réalisé en collaboration avec Imagine Optique, avec Fabrice Arms, avec Laurent Bourdieu à l'Institut de biologie de l'ENS, avec qui on fait de l'imagerie, de la neuroimagerie dans le cerveau de la souris, avec François Rouillet à NeuroPSI pour l'imagerie du cerveau de drosophile, et avec Willy Supato au laboratoire optique et biosciences de Polytechnique pour l'imagerie dans la larve de poisson zèbre.
Et donc, l'idée, c'était de dire, on va garder cette approche où on fait une vraie mesure de front d'onde pour aller plus vite, puisque nous, on veut toujours faire de l'imagerie in vivo, donc on veut aller vite, mais on ne veut plus avoir à injecter des étoiles ou créer une étoile dans notre échantillon. Donc l'idée qui est venue d'Imagerie Optique, c'est de dire, mais attendez, ça existe déjà en astronomie. En fait, ils ont déjà développé une approche pour regarder des objets étendus, comme des planètes, où en fait, au lieu de regarder une étoile, on regarde une scène étendue. D'accord ? Donc on a toujours notre analyseur de chaque Hartmann, donc une matrice de micro-lentilles, une caméra, et au lieu de regarder un front d'onde qui vient d'un point, eh bien vous avez un front d'onde qui vient d'une scène 2D dans votre échantillon. Et donc en face de chaque micro-lentille, au lieu d'avoir un point, vous allez avoir une image qui correspond à la scène que vous éclairez. D'accord ? Donc chaque petite imagette est la même image que vous avez sur votre caméra, juste elle est plus petite et elle est moins bien échantillonnée. Et ces imagettes, elles vont être également translatées, décalées en fonction de la pente locale de votre front d'onde. Donc ce qu'on fait, c'est que ça, c'est une vraie image que vous avez sur la caméra de votre analyseur. Donc on voit bien, on a des petites imagettes. Ici, vous avez une imagette, donc là c'est une cellule fluorescente. Et donc, toutes ces imagettes sont un petit peu décalées. Ce que vous faites, c'est que vous en prenez une, vous dites, celle-là, c'est mon image de référence. En général, on la prend au centre parce qu'elle est plus jolie, mais vous faites bien comme vous voulez. Et ensuite, vous faites une corrélation de chaque imagette avec votre imagette de référence. Et finalement, après, vous obtenez une carte de pic de corrélation qui, finalement, ressemble à votre carte de pic ici. Vous mesurez à nouveau les décalages et vous remontez à votre front d'onde. Donc ça marche très bien. Voilà. Ce qu'il faut que je vous dise, c'est que quand même, toutes ces micro-lentilles, elles ont des ouvertures numériques très faibles. Ce qui veut dire que pour l'analyseur de chaque Hartmann, tout ce qui est dans l'échantillon et qui est illuminé est au point. Donc nous, ce qui nous intéresse quand même, c'est de faire une mesure des aberrations uniquement dans le plan de mise au point de notre caméra. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut combiner cette approche avec une technique de microscopie à sectionnement optique, puisqu'on veut mesurer les aberrations uniquement dans le plan de mise au point et pas dans tout le volume de notre échantillon, parce que si on mesure des aberrations moyennes dans tout l'échantillon, on aura une correction moyenne, donc a priori un gain moyen. Donc voilà. Donc, dans le cadre de l'ANR qu'on a obtenu avec Imagerie Optique, donc Antoine Hubert, qui était notre premier thésardif sur le projet, il a développé cet analyseur de front d'onde en source étendue, adapté à la microscopie optique, parce que bon, finalement, ça existait déjà en astronomie, mais il a fallu un petit peu l'adapter, parce que quand on regarde une étoile, on récupère peu de photons, mais par contre, en général, votre étoile, elle ne meurt pas à l'échelle de votre mesure. Nous, par contre, on a plus de photons, mais l'échantillon, il bouge, et il ne faut pas qu'il meure à l'échelle de notre... Bon, voilà. Donc, du coup, il a fallu dimensionner ça un petit peu différemment, c'est ce qu'on a fait. Et ensuite, on l'a implémenté sur deux types de microscopes à sectionnement optique, un microscope de fluorescence à 2 photons et un microscope à feuille de lumière. Donc ça a été les thèses de Sophia et Alice qui est encore actuellement en thèse. Donc ici, vous avez, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez un microscope à 2 photons. Donc on a l'objectif et l'échantillon sera là. Ici, on a le photomultiplicateur qui va collecter le signal de fluorescence pour faire l'image. Et puis, on a le laser femtoseconde ici pour faire l'imagerie à 2 photons. Et en fait, si on regarde, on a inséré entre la source et l'objectif d'un microscope à 2 photons classique, on a inséré le miroir déformable. Donc, on passe d'abord par le miroir, puis l'analyseur qui permet de mesurer les aberrations. D'accord ? Alors, ici, à 2 photons, on corrige à l'aller, puisque ce qui compte, c'est la PSF de l'excitation, donc on va corriger à l'aller. Par contre, on mesure les aberrations au retour sur la fluorescence. D'accord ? Et on est en boucle fermée, puisque l'analyseur voit l'effet du miroir. Alors, ça marche très bien. Donc ici, vous avez une image dans une tranche de cerveau de souris fixé, puisqu'on a commencé par faire du fixé avant du in vivo, parce que vous vous doutez bien que passer au in vivo direct, c'était un peu compliqué. Donc ici, on est dans le cerveau de souris, avant, après. Donc ici, on a, comme je vous l'ai dit, typiquement 200 nanomètres d'aberration. On réussit à corriger jusqu'à quelques dizaines de nanomètres. Et on voit qu'on réussit à bien rehausser le signal. Et donc voilà. Donc ce qui intéresse mes collègues, c'est surtout... Donc on voit là on a les corps des neurones, donc on a plus de signal. Et puis ce qui nous intéresse, c'est vraiment les petits détails, ici qu'on va rehausser. Donc ça, c'est la manip qui a été montée au labo. C'est une manip de labo, elle est énorme.
Ça, c'est le prototype qui est fait par Imaginoptique, qui a été fait pour l'école Mifobio et qui est allé à Mifobio, donc sur la presqu'île de Gien. Donc voilà. Ici, donc des images. Donc ici, une image en profondeur en face. Donc avant correction, après correction. Et ce qu'il faut vraiment voir, c'est que là, ce qui nous intéresse, c'est de rehausser les détails. Et en microscopie à 2 photons, plus ce que vous regardez est petit, plus le gain sera élevé, puisqu'effectivement, ce qui va compter, c'est de resserrer votre PSF. Et ici, on a une image XZ, c'est-à-dire qu'on a une coupe où ici, on est en surface et ici, on est en profondeur. Et on voit que plus on descend dans la tranche de cerveau, plus on perd évidemment en signal et en résolution. Et on voit ici qu'on arrive à restaurer. Non seulement on augmente le signal sur les gros éléments, mais surtout sur les petites structures. Ici, on a un gain qui est évidemment intéressant. Donc voilà. Ici, vous avez donc reconstruction d'une pile d'images. Donc ici en surface, ici en profondeur, et ici dans le film. Donc c'est la couleur, elle code pour la profondeur, et donc on s'enfonce dans l'échantillon. Et donc on voit que plus on s'enfonce, plus on perd le signal avant correction, et après correction, on récupère du signal et des petits détails. Donc voilà. Si on fait une projection, là ça se voit bien qu'on a récupéré les petits détails en profondeur. Donc tout ça c'est toujours dans la tranche de cerveau fixée, et donc Alice est en train de faire la même chose in vivo. Donc voilà, avec toutes les problématiques d'une souris qui est vivante sous le microscope. Donc on a aussi utilisé cette approche en microscopie à feuille de lumière. Donc ici, alors un microscope à feuille de lumière, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simple. Vous avez ici un objectif qui regarde votre échantillon. La caméra est conjuguée avec l'échantillon. Au lieu d'éclairer votre échantillon dans l'axe de détection, vous l'éclairez sur le côté. Ça permet justement de n'éclairer que le plan qui vous intéresse, le plan de mise au point. Donc il faut créer une feuille de lumière. Vous pouvez le faire avec une lentille cylindrique. Ici, dans ce système, on a utilisé un miroir qui va balayer votre faisceau dans le plan de l'échantillon pour créer cette feuille. Donc, on a un laser, un miroir qui balaye, un objectif pour créer cette feuille de lumière. Donc, on illumine l'échantillon de côté, on regarde à 90 degrés. Donc, nous, on a rajouté la boucle d'optique adaptative. Donc, maintenant, vous connaissez tout. On passe d'abord par le miroir, puisqu'on est en boucle fermée. Et ensuite, on a un beam splitter qui sépare le faisceau en deux, une partie vers l'analyseur, une partie vers la caméra. L'analyseur mesure les aberrations, dit au miroir corrige, et on a une image qui est améliorée sur la caméra. Donc on n'en avait pas rediscuté, mais on avait dit cette approche, elle est efficace parce qu'on va plus vite, puisqu'on mesure les aberrations, mais là, vous l'avez vu, le prix à payer, c'est qu'on est obligé de séparer les photons. C'est-à-dire qu'on utilise quand même une partie du faisceau pour mesurer les aberrations, et si vous n'avez pas beaucoup de photons, ça peut être quand même un problème. Donc, ce que vous pouvez faire, et qui est assez compatible avec nos collègues biologistes, autant mettre des billes, ils sont moins immédiatement d'accord, autant si vous leur dites, moi je voudrais un double marquage, ça ils savent très bien faire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'en général, on fait un double marquage de l'échantillon. Enfin, ils font un double marquage de l'échantillon. Et donc, on a une couleur qui sert pour la mesure et une couleur qui sert pour l'image. Et ça marche très bien. Comme ça, vous ne partagez pas vos photons. Donc, voilà. Donc, on a fait ça. Donc, pareil, on a développé un petit proto avec Imaginoptique. Donc, ici, donc c'est que la partie boucle d'optique adaptative et imagerie. Et donc, là, vous avez la caméra, vous avez la boucle. Donc, ça, c'est 30 cm sur 30 cm. Une image dans le cerveau de la drosophile. Donc c'est une drosophile adulte. La drosophile, vous savez, c'est les petites mouches qui sont dans votre cuisine quand vous avez oublié une poire un petit peu trop longtemps. Voilà, donc c'est ex vivo. Donc ça a été fait en collaboration donc avec Georges Farco qui était en thèse à NeuroPSI, qui était un magicien qui arrivait à disséquer un cerveau de mouche, donc la drosophile, vous vous souvenez, dans votre cuisine toute petite, donc il arrivait à disséquer le cerveau qui soit encore vivant, c'est eux qui le disent, pas moi, et donc on a réussi à faire de l'imagerie jusqu'à plusieurs dizaines de micromètres de profondeur dans un cerveau de drosophile adulte qui est quand même assez diffusant, et malgré ça, on voit qu'on a réussi à corriger efficacement pour en voir plus de signal, et puis rehausser ici, alors vous voyez peut-être pas très bien, mais on voit mieux les dendrites, donc les connexions entre les neurones. Donc ici, c'est de l'imagerie fonctionnelle, puisqu'on a un marqueur JCAM, c'est-à-dire un marqueur d'activité neuronale, et donc même ex vivo, le cerveau il est encore vivant, et donc on peut voir de l'activité, et donc ce qui intéresse mes collègues, c'est de voir justement des variations de fluorescence liées à l'activité des neurones,
et surtout de voir les connexions entre les neurones, parce que finalement, on a encore du signal dans les neurones, mais ce qui les intéresse, c'est vraiment ces connexions-là. Et l'optique adaptative permet vraiment d'aller justement améliorer le signal des petites structures, comme je vous l'ai dit. Donc voilà. Donc ça marchait plutôt bien, mais ça marchait bien parce que finalement, dans notre cerveau de mouche, il n'y avait que quelques neurones qui étaient marqués. Et quand on a voulu passer à d'autres échantillons où il y avait beaucoup plus de marquage, que c'était beaucoup plus dense, là, on a rencontré plein de problèmes de mesure d'aberration. Et donc, on a mis du temps à comprendre tout ça. Et en fait, tout ça est lié à l'effet plénoptique. D'accord ? Alors, qu'est-ce que l'effet plénoptique ? Donc, à nouveau, Julie, qui était en stage de seconde, a préparé ces petites vidéos pour vous. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris cette fois, on a toujours Madame Poulette et Monsieur, je sais pas, Monsieur Extraterrestre. Donc, on les a mis l'un derrière l'autre comme ça. Et donc, pour comprendre l'effet plénoptique, donc j'ai mon analyseur de Shack-Hartmann. Donc, j'ai toujours ma matrice de micro-lentilles et ma caméra au foyer. Si donc je regarde deux objets dans la profondeur, donc ici, Monsieur Extraterrestre et Madame Poulette, mais qu'est-ce qui se passe ? En fonction de la position de la lentille, si je suis en face, je vois pas bien Madame Poulette parce qu'elle est cachée, mais par contre, si je me décale sur le côté, on peut voir Madame Poulette soit à droite de Monsieur Extraterrestre, soit à gauche. D'accord ? Donc en fonction de la position de la micro-lentille ici, dans l'imagette qui va être formée derrière, en fonction de la position là, on va voir finalement des objets qui peuvent être décalés gauche et droite. Et ça, en fait, c'est un problème. Donc ici, je reprends par exemple mon cerveau de drosophile. Ici, les petits disques colorés sont les neurones fluorescents. Donc, moi, j'éclaire avec une feuille de lumière qui est là, et en pointillé, c'est le plan de mise au point sur ma caméra. Donc, le plan de mise au point sur ma caméra, l'épaisseur, c'est la profondeur de champ de mon objectif de détection. Comme j'ai une ouverture numérique de l'ordre de 1, c'est assez faible, on va dire c'est l'ordre du micromètre. Par contre, ici, ma feuille, j'ai du mal à la main. Je fais une feuille, comme je veux un champ de vue qui soit assez grand, ma feuille, elle fait plutôt entre 4 et 10 micromètres d'épaisseur. Donc, les neurones qui sont dans le plan de mise au point de ma caméra, tout va bien. Je les vois dans toutes mes imagettes et je peux mesurer les aberrations. Le problème, c'est que si j'ai des neurones qui sont hors du plan de mise au point, donc sur ma caméra scientifique, comme c'est hors du plan de mise au point, ça va vous générer un peu de fond, mais finalement, ils ne seront pas au point, donc vous ne les verrez pas dans votre image scientifique. Par contre, ce que je vous ai dit, c'est que l'analyseur de front d'onde, lui, les micro-lentilles, elles ont des petites ouvertures numériques. Donc pour lui, tout est au point. Donc lui, ces petits neurones rouges qui sont illuminés, dans les imagettes, ça va donner aussi des images au point. Mais comme ils sont en profondeur, en fonction de la position de votre micro-lentille, ils seront soit à gauche, soit à droite. Donc ils vont bouger. C'est normal, c'est l'effet 3D. D'accord ? Le problème, c'est que quand vous allez corréler les imagettes entre elles, en fonction de la position, vous allez pouvoir corréler des neurones qui ne sont pas les mêmes. Donc si vous commencez à corréler des objets qui ne sont pas les mêmes, vous mesurez n'importe quoi. Donc quand votre marquage est très dense dans votre échantillon et que votre feuille est épaisse, effectivement, la mesure de front d'onde telle qu'on l'a fait, nous, en source étendue, ça ne marche plus. Donc la conclusion, c'était il faut absolument qu'on génère une feuille qui soit beaucoup plus fine, d'une épaisseur qui soit de l'ordre de grandeur de la profondeur de champ de notre caméra. Alors, comment on fait ça ? C'est pas notre idée non plus. Ça a été développé par l'équipe de Reto Fiolka, qui a eu la bonne idée de dire, voilà, moi je vais faire un microscope à feuille de lumière avec une feuille beaucoup plus fine. Alors ici, juste pour rappel, je vous ai dessiné donc un faisceau laser, un faisceau gaussien. Si vous focalisez un faisceau gaussien avec votre objectif pour créer votre feuille de lumière, ici, l'épaisseur de votre feuille, qui est de l'ordre de 2 oméga 0, 2 fois votre col, si vous faites un oméga 0 très petit pour avoir une feuille très fine, le problème, c'est que le champ de vue sur lequel vous pouvez considérer que votre feuille est fine, c'est 2 fois la longueur de Rayleigh, ça va dépendre de oméga 0 carré. Donc, plus la feuille est fine, plus le champ de vue est petit. Et vous, en général, ce que vous voulez, c'est que vous voulez une feuille fine, mais sur un champ de vue qui ne soit pas trop petit, puisque votre échantillon biologique... Vous voulez au moins 200, 300 microns. En général, la négociation avec mes collègues biologistes, c'est 300 microns, pas moins, parce que sinon, ça ne sert à rien. Donc,
Le calcul est vite fait. Si vous voulez une feuille qui fasse 1 micron d'épaisseur, vous avez un champ de vue qui est de l'ordre de 4 microns, donc c'est beaucoup trop petit. Donc l'idée, c'est de dire, c'est pas grave, qu'est-ce que je vais faire ? Je focalise très fort ma feuille pour avoir une feuille très fine ici, mais ce que je vais faire, c'est que je vais balayer cette ligne. Alors, j'utilise aussi une lentille cylindrique, comme ça je crée une ligne très fine, et je vais balayer ma ligne dans mon échantillon, et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le mode rolling shutter de ma caméra. Donc les caméras CMOS, maintenant, elles ont souvent ça, voilà, c'est commercial, et donc vous pouvez lire les pixels ligne par ligne, et donc si vous synchronisez la lecture de vos pixels en même temps que vous déplacez votre ligne, vous avez finalement un confocal en ligne. D'accord ? Et donc, si vous ne regardez que votre ligne, vous avez comme une feuille de lumière fine tout le temps. Donc ça marche très bien. Hein. Ça a été développé par l'équipe de Reto Fiolka. Le problème, c'est que nous, sur notre analyseur de Shaq-Hartmann, donc si on fait ça, donc je déplace ma feuille dans mon échantillon, et puis sur ma caméra scientifique, je lis les lignes, voilà, de façon synchronisée. Alors, il faut faire ça aussi sur votre analyseur de Shaq-Hartmann. D'accord ? Donc, on ne peut pas utiliser de mode rolling shutter parce que moi, j'ai plein d'imagettes. Donc, en fait, il me faut un rolling shutter sur toutes mes imagettes en parallèle. Donc, ça, c'est pas possible commercialement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Donc, pendant la thèse de Mathias Mercier, ce qu'on a rajouté, donc ici, vous avez un microscope à feuille de lumière. Donc, ici, j'ai pas représenté, mais on a l'excitation. Donc, l'échantillon est là. Vous avez votre feuille de lumière très focalisée. Et puis, on va déplacer le col verticalement. Ici, on a l'objectif de détection qui regarde l'échantillon, donc collecte la fluorescence. À nouveau, vous êtes des experts, miroir déformable d'abord, analyseur de Shaq-Hartmann après. La caméra ici, on sépare le faisceau ou les couleurs, donc une couleur va vers l'image, une couleur va vers l'analyseur. Et entre le miroir et l'analyseur, on a rajouté ce système-là, qui est finalement un confocal en ligne. Donc on a un premier miroir qui va permettre de déscanner. Donc je déplace ici mon col. Ça déplace mon faisceau angulairement ici. Donc si je synchronise ce miroir, ça va déscanner pour que ici ça reste fixe. À cet endroit-là, je mets une fente, d'accord, qui permet de faire l'effet confocal. Et ensuite, j'ai un deuxième miroir qui va rescanner, d'accord, pour que je récupère sur mon analyseur toutes mes imagettes. D'accord ? Donc ici, on a inséré ce confocal en ligne. Donc, l'alignement, ça se fait. La synchro, c'était un enfer. Mais ça marche. Donc voilà. Donc là, je salue le travail de Mathias qui a développé évidemment l'instrument, qui a tout aligné, mais surtout qui a fait tout le code Python, qui a tout synchronisé. Et donc ça marche bien. Donc on a avec Willy Zupato donc au LOB, on a regardé toujours nos larves de poissons zèbres où les neurones sont marqués M-chéri. Donc on a un échantillon qui est très dense, surtout ici au niveau de la tête. Donc vous voyez une image avant correction, après correction. Donc là on est à plusieurs dizaines de micromètres de profondeur, le front d'onde avant correction, après correction. Et ici, vous avez une transformée de Fourier de votre image, donc vous avez les fréquences spatiales, et on voit bien qu'on étend le support des fréquences spatiales, ce qui correspond bien à une augmentation de la résolution et du signal. À nouveau ici, on a une coupe en profondeur. Donc ici, vous êtes en surface. Là, on descend dans l'échantillon. Donc ici, on voit bien l'effet des aberrations sur la perte de contraste et de résolution. Et puis ici, on voit bien qu'en corrigeant les aberrations, on réussit à maintenir cette limite de diffraction et on retrouve un bon contraste et une bonne résolution en profondeur. Ça, alors l'avantage de la mesure, c'est qu'en fait, ici, ce que vous voyez, c'est qu'on part de pas de correction, on clique boucle en marche, et vous voyez que ici, voilà. Donc ici, vous avez 6 itérations de boucle. On voit qu'au bout de déjà 2 itérations, on atteint la meilleure correction. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on se met en haut de l'échantillon, on appuie sur boucle on, 2-3 itérations et ça corrige. Et ensuite, on se déplace dans l'échantillon en profondeur. On fait une image. Donc ici, après, on a fait une image tous les 300 nanomètres pour que ce soit bien échantillonné.
Et finalement, comme les aberrations varient assez lentement tous les 300 nanomètres, à chaque fois qu'on se déplace, on fait une itération de boucle et on est toujours à l'optimum de correction. Donc on corrige assez vite puisqu'on fait une vraie mesure. Et donc là, vous avez donc une pile d'images, à gauche avant correction, à droite après correction. Donc ici, on va entre 150 et 300 micromètres de profondeur dans notre clave de Zebrafish. Et là, j'espère que vous serez convaincus qu'on augmente bien et le signal et la résolution, même en profondeur. Et donc voilà. Donc ça a été fait à 4 Hz parce qu'on était limité par le piézoélectrique qui permet de balayer notre colle à l'intérieur de notre échantillon. Et donc on faisait une image tous les 300 nanomètres. Donc voilà. Et puis l'avantage de la microscopie avec de lumière, c'est qu'on arrive à avoir des grands champs, puisque là on est 480 sur 300 micromètres de champ de vue. Donc, pour conclure, j'espère que je vous aurai convaincu que l'optique adaptative, ça permet d'augmenter à la fois le signal et la résolution en profondeur dans des échantillons. Donc évidemment, je rappelle, ici on corrige les aberrations, mais pas la diffusion. Plusieurs approches existent. Si vous voulez une solution plutôt simple à mettre en œuvre et que vous n'êtes pas gêné par des aspects dynamiques, l'approche sensorless marche très bien, elle est plutôt robuste. Si vous avez une problématique d'aller vite, la mesure directe permet justement d'avoir une correction rapide et assez précise de vos aberrations. Ce qu'il faut retenir, surtout, c'est que plus vous allez regarder des choses petites, plus vous aurez du gain. Si vous utilisez des objectifs de microscope qui sont peu ouverts, honnêtement, pas la peine de mettre de l'optique adaptative. Si vous êtes à 0,2, 0,3, ça vaut pas le coup. Parce que vous allez avoir un gain relativement faible, puisque finalement vous aurez peu d'aberrations, et ça va vous coûter beaucoup d'efforts, et des photons, et éventuellement des sous. Par contre, si vous commencez à utiliser des objectifs ouverts à plus de 0,6 et que vous commencez à aller en profondeur, eh bien là, ça vaut le coup de venir corriger ces aberrations pour être limité par la diffraction dans toute votre pile d'images. Et si vous avez des problématiques de, vous voulez faire du in vivo et que vous voulez pas mettre des étoiles artificielles dans votre échantillon, eh bien, notre approche de source étendue peut être une solution. Donc, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On essaye d'avoir une approche un peu plus quantitative et de montrer que grâce à la correction des aberrations, eh bien, on va pouvoir ensuite avoir une analyse quantitative de nos images plus robuste, par exemple pour des applications de segmentation. Donc ça, c'est ce qu'est en train de faire Arij en stage au laboratoire. Et puis, pour la suite, donc je vous l'ai dit, on était pour l'instant limité par notre piézoélectrique pour balayer notre faisceau dans notre microscope à feuille de lumière Axialis Web. Donc là, on est en train d'augmenter la vitesse. Donc on a remplacé notre piézo par un voice call. Donc c'est un aimant dans une bobine et on peut monter à plusieurs dizaines de hertz, puisque l'idée, c'est d'aller faire des piles d'images beaucoup plus rapides. Donc là, on a un exemple. Donc ça, c'est dans la queue de notre larve de poisson zèbre. Et donc, on a acquis toute cette pile d'images en seulement 40 secondes. On veut augmenter la profondeur d'imagerie, notamment à 2 photons, en utilisant des sondes dans l'infrarouge moyen, vers 1 micron 2. Donc ça, c'est un projet ANR qu'on vient d'avoir. On aimerait bien aussi simplifier le montage, parce que vous l'avez vu, pour l'instant, il est quand même assez complexe à aligner, à synchroniser. Donc on a quelques idées pour essayer de faire quelque chose de plus simple qui puisse être utilisé plus facilement par nos collègues biologistes, puisque l'idée, c'est pas de garder ces instruments pour nous, mais c'est de les transférer ensuite dans des labos de bio ou au moins sur des plateformes. Et puis évidemment, on aimerait aussi mettre de la correction d'aberration à l'excitation pour avoir une feuille très jolie, parce qu'évidemment, elle aussi, elle est impactée par les aberrations quand elle traverse l'échantillon. Voilà. Et pour terminer, évidemment, tout ça a été fait avec les doctorants. Je remercie en particulier Fabrice Arms à Imagine Optique, avec qui, qui porte ce projet avec moi, qui co-encadre les doctorants. Et puis évidemment, tous mes collègues biologistes, pas seulement pour leurs beaux échantillons, mais aussi parce qu'ils participent très activement au projet. Donc, je vous l'ai dit, on vient d'avoir une ANR, et donc on a un financement de postdoc, si quelqu'un veut venir nous rejoindre. Et voilà, et je vous remercie pour votre attention. Évidemment, je vous remercie. Merci beaucoup, Alexandra, pour ce très bel exposé. Est-ce que vous avez des questions? Je vois déjà des questions là. Est-ce que vous avez des contraintes sur
la type d'image que vous regardez, est-ce que ça peut être ça doit être des noyaux de cellules comme ça, ou est-ce que ça peut être par exemple n'importe quel type d'image? Très bonne question. Donc, en fait, la mesure, elle est basée sur la corrélation des images. Donc, la contrainte qu'on a, c'est qu'il faut qu'il y ait une structure dans l'image. Si vos imagettes sont complètement homogènes, bah, la corrélation, elle va être évidemment pas possible. Si vos structures sont très basse fréquence, ben, la corrélation, elle va être un petit peu molle et donc pas très précise, donc votre mesure d'aberration sera moins bonne. Par exemple, si vous avez des lignes horizontales, ben, la corrélation, dans une direction, elle va pas marcher, et donc vous allez ce que va dire votre analyseur, c'est il y a de l'astigmatisme parce que effectivement, il va mesurer un astigmatisme qui n'existait pas et qui est lié à la structure. Donc, je dirais la seule contrainte, c'est qu'il faut que votre marquage dans votre imagette, il y ait une structure spatiale. Donc, il faut qu'il y ait une fréquence spatiale adaptée à l'échantillonnage de votre imagette. Donc voilà. Mais sinon, pas de contrainte. Il faut juste qu'il y ait une structure pour que ça corrèle. Alors, on a des petites idées pour que on pourrait finalement éclairer, faire une espèce d'illumination structurée pour finalement, même si c'est homogène, nous structurer à l'illumination et faire une espèce de détection synchrone. Finalement, si on structure, en plus, on sait ce qu'on doit chercher comme fréquence. Donc, c'est des choses qu'on est en train d'essayer. Ça a l'air de bien marcher. Donc, voilà. Mais du coup, ça complexifie un petit peu l'excitation. Et après, si j'ai pas dit, mais il faut quand même que, si possible, votre marquage il soit constant au cours du temps. C'est-à-dire que, par exemple, si on veut faire de l'imagerie fonctionnelle, finalement, c'est pas plus mal. Les photons de l'imagerie fonctionnelle, ils restent sur la caméra scientifique. Mais nous, on préfère avoir un marquage anatomique qui est stable dans le temps, parce que si ça varie au cours du temps, ben, la mesure, ça peut être plus compliqué. Bon, j'en ai une. Est-ce que quand tu mesures les aberrations, est-ce que tu peux mesurer de l'électromagnétisme des aberrations et éventuellement les corriger, ou c'est pas possible avec cette méthode? Alors, ouais, ça, j'en ai pas parlé, effectivement, merci. Donc, effectivement, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on corrèle des imagettes qui ont une certaine taille. C'est-à-dire que finalement, là, vous supposez que dans la zone de votre imagette, vos aberrations, elles sont constantes. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a finalement dimensionné l'analyseur de chaque Hartmann pour que l'imagette, elle ait une taille de ce qu'on avait trouvé dans la littérature. Donc là, ce qu'on utilise actuellement sont des imagettes qui font de l'ordre de 100 microns de côté. D'accord. Ce que vous avez peut-être pu voir dans certaines images, c'est que finalement, là, les images que je vous ai montrées, elles sont plus grandes que les imagettes. Donc nous, on corrige au centre et en général, on voit que la correction, elle s'étend plus loin. Donc on peut penser que la zone isoplanétique, elle est un peu plus grande que 100 microns. Ce qu'on pourrait faire et qu'on n'a pas fait encore, pour répondre à ta question, c'est qu'on pourrait finalement découper nos imagettes et corréler par morceaux et aller un petit peu plus loin et dire, voilà, mes aberrations, elles varient aussi dans le champ comme ça. Donc, pour l'instant, effectivement, on ne va pas faire. On pourrait le faire assez simplement numériquement, en redécoupant nos imagettes et les corrélant comme ça. On pourrait regarder ça. Donc ça, effectivement, c'est des choses qu'il faut qu'on fasse un petit peu. Une autre question? Moi, j'ai une petite question en attendant. Est-ce que ce balayage de feuilles de lumière ne dégrade pas le temps d'acquisition? Alors oui, le prix à payer quand on balaye et avoir cette feuille fine, c'est qu'effectivement on perd un petit peu les avantages du light sheet où c'est plus du plein champ puisqu'on balaye à nouveau, donc il y a un prix à payer au niveau du temps. Et ce que je vous ai pas dit non plus, mais il faut être honnête, c'est que vous perdez aussi le côté limitation du photoblanchiment dans le volume, parce que effectivement c'est fin au niveau de la ligne, mais c'est large avant et après, donc ça veut dire qu'on illumine à nouveau tout le volume de l'échantillon. Donc voilà. Donc si votre échantillon il est très sensible au photoblanchiment, ça peut être aussi limitant. Donc le temps d'intégration et le photoblanchiment. Bon, on n'a rien sans rien, malheureusement. Donc voilà. Après, voilà, ce qu'on essaye de faire, une des idées, c'est de le faire à 2 photons pour limiter ce photoblanchiment. Après, en termes de signal, je pense que là, ça va être plus compliqué aussi. Donc, pour le temps, on va pas gagner en temps, je pense. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Si vous voulez essayer des échantillons chez nous, vous êtes les bienvenus. Voilà. Avec plaisir. Ok, merci beaucoup. Merci.